Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro un peu particulier puisqu'il sera enregistré en visioconférence. Et cette semaine, entre le vaccin annoncé par Pfizer, la prolongation du confinement, la plainte de l'Ordre des médecins contre Didier Raoult, on va évidemment parler du Covid-19. Mais dès à présent, je vous invite tout de suite à partager cette vidéo, à la commenter et bien sûr à cliquer sur le pouce en l'air. C'est parti! Et pour cette émission, je suis avec Gérard Delépine. Bonjour monsieur, vous êtes chirurgien oncologue, également statisticien et vous êtes auteur avec votre épouse Nicole Delépine d'un dernier ouvrage, Autopsie d'un confinement, c'est publié aux éditions Fauve. Vous pouvez évidemment retrouver dès à présent ce livre sur la boutique officielle de tvliberté.com. Ça évite de passer par les géants du numérique et ça fait fonctionner les petits libraires, ça fait toujours plaisir. Alors pour commencer, Gérard Delépine, jeudi, on a entendu le Premier ministre Jean Castex nous parler d'une prolongation du reconfinement jusqu'au moins le 1er décembre. Est-ce que vous avez été surpris par ces mesures? Non, pas du tout. Le gouvernement applique depuis le début le programme du rapport 9 de l'Imperial College. Il faut absolument que nos auditeurs qui lisent anglais, mais de toute manière, même maintenant, on peut l'avoir en traduction facile, automatique, lisent ce rapport 9 qui explique exactement ce qui va nous arriver pour le plus grand bien de Big Pharma. Alors, ce rapport prévoyait qu'en France, donc c'est une simulation mathématique faite par des mathématiciens qui n'ont aucune notion de médecine. Un peu comme beaucoup d'épidémiologistes qu'on entend sur les écrans, ils connaissent l'épidémiologie en tant que théorie d'évolution des bactéries qui contaminent une personne et le lendemain 2, puis le lendemain 4, et puis le lendemain 8, mais qui n'ont jamais fait de médecine au chevet du malade. Et ça, c'est totalement dramatique. Alors, ce rapport 9, donc, qu'il faut voir, prévoyait qu'il y aurait 2 millions de morts aux États-Unis, 550 000 en Grande-Bretagne, 500 000 en France, 100 000 aux Pays-Bas et 70 000 en Suède si on ne faisait rien. Et ils étudiaient les différentes hypothèses. L'hypothèse classique, donc si on ne fait rien, c'était donné. Si on faisait les techniques traditionnelles de contrôle des épidémies, qui consistent à la quarantaine des malades. Tous les malades sont mis à part des autres. Il disait que ça ne serait pas efficace non plus, que ça baisserait un peu, mais on n'éradiquerait pas le virus. Et il nous promettait que si on faisait le confinement aveugle, c'est-à-dire qu'on enfermait ensemble toute la population en prison, tous, là, on pourrait contrôler l'épidémie et même l'éradiquer. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on comprend dans votre livre, Gérard Delépine, que finalement, vous n'êtes pas forcément très favorable à un confinement généralisé et aveugle, pour reprendre le titre de l'ouvrage. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas erreur, j'allais dire, sur la marchandise, puisque finalement, le confinement, concrètement, les élites ne l'ont jamais pris pour quelque chose qui avait pour but d'éradiquer la maladie, sinon de limiter les patients en soins intensifs. Alors, non, mais l'Imperial College prétendait qu'on a comme ça qu'on pourrait éradiquer une maladie, ce qui prouve bien qu'ils ne connaissent rien à la médecine. Parce que dans l'histoire, on a éradiqué une seule maladie, c'était les variole par le vaccin, c'était le grand succès de la vaccination. Mais en dehors de ça, on n'a jamais réussi à éradiquer une maladie, même quand on a des vaccins. Regardez la grippe, regardez la rougeole. On nous dit que c'est éradiqué tous les 2 ans, et 2 ans après, on a une épidémie qui touche aussi les gens vaccinés. Donc, le problème était faux, tout simplement parce que c'est des calculs théoriques qui ne tiennent pas compte des réalités et qui sont partis sur des hypothèses fausses. Et alors, la démonstration de cela, comme en science on fait toujours, quand on fait une hypothèse et des calculs, on vérifie le résultat après. C'est un peu comme dans l'artillerie jadis, on tirait un coup trop loin, on baissait un peu le canon, on tirait un coup trop court, et puis le 3e coup, on arrivait dedans. Donc, la science repose sur la confrontation des résultats observés aux hypothèses. Et là, on avait une hypothèse facile à vérifier parce que malheureusement pour l'Imperial College, il y a 2 pays qui n'ont pas confiné, qui sont la Suède et les Pays-Bas en Europe. Eh bien, la Suède, elle devait y avoir 70 000 morts, elle en a aujourd'hui 6 100, ce qui est un chiffre par million d'habitants inférieur à la France.
Alors, vous avez raison sur ce fait. Néanmoins, on a constaté que ce basculement venait de s'effectuer. Il y a quelques jours que la Suède est passée dorénavant en dessous de la France notamment. Non, elle a été en dessous pendant près d'un mois et demi. Puis elle est passée au-dessus et maintenant elle redevient en dessous. Mais ça, c'est Tergel, qui est l'épidémiologiste chef de la Suède, qui a dit les chiffres de l'Imperial College du rapport 9 sont faux, qui a dit nous ne faisons pas un sprint, mais un marathon. Nous n'arriverons pas à nous débarrasser du virus, donc nous devons prendre des mesures dans le long terme. Il l'a dit d'emblée. Il l'a dit d'emblée. Il attendait. Et alors, ce qui est intéressant dans l'Imperial College, qu'il faut lire, c'est leur courbe de simulation, et qui montre qu'on confine 2 mois les gens, l'épidémie se calme, on déconfine parce qu'on ne peut pas les laisser mourir totalement, on leur redonne un peu d'oxygène pour ne pas les laisser mourir, et après quoi l'épidémie repart et on recommence le confinement, etc. Il a prévu dans son rapport 6 confinements successifs. C'est ce que nos gouvernements essaient de nous imposer actuellement, jusqu'en décembre 2021, date à laquelle il espérait que le vaccin allait régler le problème. Alors, là, actuellement, on est exactement dans l'application du plan. Et j'avais déjà dit avant que je ne croyais pas à une deuxième vague, parce que dans l'évolution naturelle, je dis bien naturelle, quand l'homme n'intervient pas, des maladies virales, nous n'avons jamais observé de deuxième vague. La grippe, c'est à chaque fois des grippes nouvelles, chaque année. La fameuse grippe espagnole dont on veut toujours nous faire peur, la deuxième vague n'était pas une vague virale, c'était une vague bactérienne. Toutes les études qui ont été faites sur le sujet, et en particulier celle de Fauci, qui a très bien travaillé sur la grippe espagnole, montrent que les gens qui sont morts, les millions de gens qui sont morts lors de la deuxième vague, sont tous morts de bactéries, de pneumocoques, de staphylocoques, de tous les germes classiques à l'époque où les antibiotiques n'existaient pas. Donc, j'avais dit, je n'étais pas le seul. L'observation historique des épidémies montre que quand une maladie virale se développe, naturellement, il n'y a pas de deuxième vague. On a quand même constaté à partir de l'automne qu'il y avait un regain de cette épidémie et qu'il y avait au moins une dizaine de milliers de morts en plus. Tout à fait d'accord. Sauf qu'on a constaté dans un pays qui a confiné. Et ce que je dis, c'est que la deuxième vague est la conséquence directe du premier confinement. Donc, autrement dit, selon vous, si on n'avait pas fait le choix du confinement au printemps dernier, la deuxième vague n'aurait pas eu lieu. Absolument. C'est ce qu'on observe en Suède. Ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas de deuxième vague. Ils ont un nombre important de nouvelles contaminations, mais beaucoup moins important que les pays qui ont confiné, et ils ont pratiquement plus de morts maintenant. C'est la raison pour laquelle ils sont passés en dessous de la France. Et le confinement actuel va créer une troisième vague qui est déjà prévue. Lorsqu'on garde les zones d'ouverture de Disneyland, il s'est déjà dit qu'ils vont fermer à partir de début janvier. Donc, la prochaine vague est prévue, le confinement est prévu, et c'est ça. Alors, il faut lire aussi l'actualisation du rapport 9 de l'Imperial College. Donc, comme ils ont été soumis à de nombreuses critiques, en particulier, on a dit que leurs statistiques étaient fausses, puisque leur calcul aboutissait à 70 000 morts en Suède, il n'y en a que 6 000, que ça aboutissait à 100 000 morts aux Pays-Bas qui n'ont pas confiné, ils en sont qu'à un peu moins de 6 000 aussi. Donc, c'est une exagération dans le rapport 9 de 1400%. C'est absolument colossal. Des erreurs de ce type, c'est quand même, je veux dire, toute personne normale qui se tromperait dans ce chiffre-là ne serait plus crédible. Et là, on continue à les croire. Alors, il faut bien dire, donc, ils ont fait un deuxième rapport qui était une correction du premier, où ils se sont dit, on a raison, bon, on avait des hypothèses fausses au départ, c'est pour ça qu'on a de mauvais chiffres, mais nos calculs étaient bons. Et en particulier, il ne faut pas oublier une chose, et c'est ça qui est intéressant, le confinement n'avait pas pour but de diminuer le nombre de morts, mais uniquement le nombre de gens qui iraient à l'hôpital immédiatement. Autrement dit, on nous a confinés en sachant très bien qu'on aurait plus de morts que si on n'avait pas confiné au total. Et ça, c'est clairement dit dans ce addendum du rapport de l'Imperial College, où ils ont en particulier la fermeture des écoles doit vraisemblablement entraîner davantage de mortalité dans la population générale.
On fait une pause, Gérard, on revient un peu en arrière. Vous nous avez expliqué que finalement, la deuxième vague que l'on était, alors on peut s'accorder ou non sur ce terme, mais que cette deuxième vague finalement était consécutive du premier confinement printanier. Absolument. Comment vous expliquez de ce fait qu'il n'y ait pas de deuxième vague, selon vous, dans les pays qui n'ont pas confiné? Est-ce que c'est une question d'immunité? Je ne suis pas un spécialiste de la virologie, donc je ne peux pas le dire. Mais disons que c'est ce qui est le plus vraisemblable. En particulier, quand j'entends nos autorités, pas notre président, mais notre Premier ministre et le ministre de la Santé, qu'on pourrait appeler le ministre de la peur, parce qu'à chaque fois qu'il parle, c'est pour faire peur. Il n'y a pas d'autre raison de ces discours. Lorsqu'on les entend dire c'est scandaleux, les enfants et les jeunes, ils sont responsables. Non. Si on avait voulu arrêter l'épidémie, il fallait s'arranger pour que tous les gens en dessous de 45 ans soient contaminés à un taux maximal. Il fallait leur dire embrassez-vous, faites la fête, et en leur disant par contre, si vous avez des vieux, n'allez pas les voir pour l'instant. Je sais bien que les premières victimes du Covid sont évidemment les personnes âgées, les personnes porteuses de comorbidité, mais il y a quand même quelquefois des patients jeunes, des sujets jeunes, en bonne santé, qui développent une forme assez sévère de la maladie. Est-ce que c'est pas dangereux de la part des autorités sanitaires de dire aux gens contaminez-vous et puis c'est un peu la roulette russe? Public France, sur un peu plus de 7 millions d'enfants et d'adolescents âgés de moins de 15 ans, on a comptabilisé à ce jour 3 morts, dont 2 étaient à coup sûr porteurs de lourdes comorbidités. Chacun peut aller voir ces chiffres-là sur Santé publique France, je les y invite. Donc, et que les années précédentes, nous n'avions pas de Covid, mais nous avions de la grippe. Et le nombre de morts de grippe dans cette population de moins de 15 ans a oscillé, a été 7, 10, 7. Autrement dit, c'était 3 fois plus. Donc, on ne peut pas dire que le Covid est un risque pour les gens en dessous de 15 ans. Donc, ces enfants qu'on sait être contaminés par les adultes, mais pas par eux-mêmes, car on n'a pas démontré sérieusement, on n'a aucune preuve d'une contamination d'un enfant à un autre. Les 3 études françaises qui ont étudié la contagiosité des enfants ont conclu qu'il n'y en avait pas. Enfin, ils ont dit qu'elle est très faible. Mais quand on regarde le chiffre, ils n'en avaient mis aucun en évidence. Je vous rappelle le premier cas des contamines, de cas enfants en France. Il y a eu une étude extrêmement sérieuse de l'INSERM où ils ont dépêché beaucoup de personnel et ils ont vu que ce gamin qui avait eu 179 contacts dans 3 écoles différentes, alors qu'il était contagieux, alors qu'il était malade, donc dans 3 écoles différentes, plus une école de ski, n'a contaminé personne et qu'il n'a même pas été capable de contaminer ses frères et sœurs avec lesquels il vivait tous les jours. Donc là-dessus, on a un cas bien étudié. Bon, alors vous me dites c'est un cas. Très bien. Il y a aussi l'étude de l'Institut Pasteur. En France, on croit à l'Institut Pasteur. Ils ont étudié ce qui s'était passé à Creil. Je vous rappelle que Creil a été un des premiers foyers scolaires de l'épidémie suite au rapatriement des malades de Chine qui étaient sur la base aérienne de Creil. On n'a pas fait le lien, mais enfin, ça me paraît temporellement et topographiquement tout à fait évident. Eh bien, donc, l'Institut Pasteur a fait une étude épidémiologique sur les malades enfants des écoles de Creil et n'ont pas réussi non plus à mettre en évidence la moindre contamination d'un enfant vers un adulte ou vers un autre enfant. Puis enfin, il y a une étude qui est faite par l'association des pédiatres de la région parisienne, qui sont des pro-vaccinations absolues depuis toujours, qui sont d'ailleurs financées en l'association Active, qui est en particulier financée par l'industrie pharmaceutique. C'est leur droit, ils le disent. Donc, il n'y a rien à leur reprocher. Ils ont fait une étude sérieuse sur 600 enfants, où là aussi, ils n'ont pas réussi à mettre en évidence la moindre contagiosité des enfants. C'est la raison pour laquelle il fallait ouvrir les écoles. Il n'y a aucune justification à fermer les écoles puisque les enfants ne sont pas contagieux. Alors, ils peuvent être contaminés, ça c'est vrai. Mais le risque est beaucoup plus important d'être contaminé à la maison si un des parents est contaminé qu'à l'école parce que la durée d'exposition au virus est beaucoup plus faible à l'école. On change à chaque fois. Alors, on peut tomber sur un professeur contaminateur, ça c'est vrai. Ça a été observé d'ailleurs dans les écoles en Israël où il y a eu un super contaminateur du staff adulte, donc, qui a contaminé 170 personnes. C'est une période où il faisait 40 degrés, où les enfants étaient à 40 par classe, et avec l'air conditionné qui marchait à fond,
ce qui est très bien pour transmettre les virus. Donc, nous n'avons pas actuellement de contagiosité connue des enfants vers d'autres. Et d'autre part, les enfants font des formes extrêmement bénignes, 3 fois plus bénignes que la grippe ordinaire. Si tous les enfants étaient contaminés, ils auraient eu un risque très faible, moindre que la grippe. Et ces gens-là, en vieillissant, feraient une barrière complètement efficace contre le Covid dans les années à venir. J'entends bien ce que vous m'expliquez, mais finalement, on a le sentiment qu'on ne sait pas exactement si le pari de cette pseudo, ce que certains appellent l'immunité collective, est vraiment un pari sensé, puisqu'aujourd'hui, on perçoit que certaines personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 n'ont pas d'anticorps après la guérison, parfois en ont, mais dans un temps très faible. Le professeur Didier Raoult l'a d'ailleurs expliqué. Il y a certains de ces patients qui avaient contracté le Covid-19 pendant la première vague au printemps précédent et qui ont été recontaminés depuis. Est-ce que ça, c'est vraiment un pari sérieux ? Il faudrait savoir. Tous les gens qui nous enferment actuellement disent on attend le vaccin, on attend le vaccin, on attend le vaccin. Le vaccin, on prétend qu'il est efficace. Sur quoi ? Sur les anticorps. Mais on n'a jamais démontré que ces anticorps protégeaient. Parce qu'il y a des modèles différents de maladies et on ne sait pas, dans le Covid, si ces anticorps protègent ou pas. L'immunité n'est pas uniquement une immunité humorale. Il existe aussi une immunité tissulaire par les cellules immunocompétentes. Donc, on ne peut pas affirmer actuellement que l'immunité contre le Covid dépend de l'immunité humorale. C'est la raison pour laquelle la grande annonce de notre vaccin est efficace à 90% des cas, c'est une malhonnêteté colossale. Ils n'en savent rien. Ce qu'ils auraient dû dire, c'est que nous avons 90% des gens à qui on a fait 2 injections de vaccin qui ont des anticorps. Mais 1, on ne sait pas si ces anticorps serviront à quelque chose. 2, on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Donc, dire que c'est efficace sur la maladie, c'est un mensonge. Alors justement, Gérard de Lépine, vous faites référence à l'annonce du laboratoire américain qui, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est toujours amusant de le préciser, a fait cette annonce sur le vaccin contre le Covid-19 quelques jours après la fin de la présidentielle américaine, du moins après les votes de la présidentielle américaine. Ils ont donc annoncé, comme vous l'avez dit, que le vaccin qu'ils mettaient en place était efficace à 90%. Du coup, ces 90%, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que sur les personnes qui l'ont testé, il y a 90% des gens qui réagissent et qui arrivent à se protéger. Qui ont des anticorps. Qui ont des anticorps à un certain taux. Alors qu'on ne sait même pas si les anticorps sont efficaces. Pardon ? Ces anticorps ne sont pas la garantie, justement, que l'on puisse être protégé contre le Covid. En aucun cas. On a une histoire très, très récente, tout de même, qui est celle du Dengvaxia. Je sais que ça n'a pas fait les gros titres des journaux en France. Le Dengvaxia était le vaccin Sanofi, le dernier vaccin Sanofi contre la dengue, sur lequel ils ont travaillé 10 ans. Ils ont fait un énorme travail. Et ils ont sorti un article disant que c'était très efficace, que ça allait faire disparaître cette maladie, qu'il n'y avait aucun risque. Alors la dengue est une grippe, en gros, une grippe tropicale. Elle n'arrive donc que dans certains pays et pas en France. Nous n'avons pas de risque de dengue, pour l'instant, tant que la température est suffisamment basse. Elle touche par contre tous les pays tropicaux et en particulier les Philippines. Et à la suite d'un voyage de notre président aux Philippines, puis du ministre de la Santé à Paris, ils ont décidé aux Philippines d'utiliser ce merveilleux vaccin. Ils ont vacciné 860 000 enfants philippins contre la dengue. Et au lieu d'éradiquer, dans l'année qui a suivi, il y a eu des centaines de morts chez les gamins, beaucoup plus que ce qu'il y avait avant la vaccination. Mais est-ce qu'un lien était établi ? Pardon ? Est-ce qu'un lien était établi ? Tout à fait. Le procureur de Manille a dit qu'il y avait plus d'une centaine de cas où la responsabilité du vaccin était directement en cause. Et je dois dire que là aussi, la ministre de la Santé philippin s'était engagée en disant « c'est pas dangereux, c'est formidable, vous allez voir ce que vous allez voir ». Ils ont même fait un argument de campagne électorale. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité a changé depuis aux Philippines. Et ils avaient simplement oublié d'écouter un vieux médecin américain qui avait traité les troupes américaines lors de la dernière guerre mondiale. Il s'était spécialisé contre la dengue. Il est vraiment le spécialiste mondial de la dengue, un peu comme notre Raoult.
qui est quand même reconnu au niveau international s'il est né en France. Eh bien, ce médecin avait dit attention, il avait dit dans 3 articles, dans des grandes revues, attention, il ne faut pas vacciner contre la dengue tout le monde, car ça peut être dangereux, car dans certaines configurations, on peut aggraver la maladie. Il avait fait donc dans 3 articles, il avait même envoyé une cassette aux députés philippins qui ne l'ont pas regardé, et tout simplement parce que la dengue, c'est une maladie virale où il y a 4 souches différentes. Lorsque vous attrapez une dengue, le premier accès, c'est très généralement bénin, c'est comme une grippe banale. Par contre, cette première infection vous donne l'immunité contre la souche considérée, mais pas contre les 3 autres. Donc, vous pouvez faire une 2e, une 3e et même une 4e crise de dengue si vous n'avez pas de chance. Mais ce qui est dangereux, c'est à partir de la 2e crise. Et la 2e crise, vous pouvez, dans un nombre relativement faible de cas, il ne faut pas exagérer, mais vous pouvez faire des formes hémorragiques éventuellement mortelles. Donc, le but était d'éradiquer les formes mortelles de la dengue. Sauf que le vaccin, en fait, a préparé à réaliser la première crise chez les gens qui n'avaient jamais rencontré le virus. Et ce qui fait que l'année d'après, lorsque les gens ont été en contact pour la première fois avec le virus sauvage, ils se sont trouvés dans la configuration d'une 2e crise, qui, elle, pouvait être mortelle. Et donc, c'est le mécanisme des anticorps facilitants. Donc, il faut se méfier des anticorps. Il faut savoir quelle est leur signification. Bien et sûr. Donc, la dengue, ça a donc abouti à plusieurs centaines de gamins morts, beaucoup de plaintes. Et actuellement, l'ancien ministre de la Santé, le patron du centre de vaccination, le professeur qui avait écrit l'article disant que c'était sans danger, sont devant les tribunaux. Il faut qu'ils s'expliquent. Je ne sais pas s'il y avait des conflits d'intérêts, si lorsqu'elle est venue aux Champs-Élysées manger dans un restaurant célèbre que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité, elle a aussi touché une petite enveloppe, je n'en sais rien, dans un paradis fiscal. C'est à la justice de trancher, et c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose en France sur ce qui se passe aux Philippines, sur ce problème, qui est quand même un problème intéressant, puisque c'est un vaccin français. Alors pour la petite histoire, depuis qu'il a fait des catastrophes aux Philippines, il a été interdit dans les autres pays qui voulaient l'acheter, bien entendu, et aux Philippines aussi. Mais il a été accepté par l'Agence européenne du médicament, qui l'a validé, alors qu'en France, nous ne sommes pas un pays, l'Europe n'est pas un pays tropical, et le risque de dengue en Europe est quasiment nul. Bon, mais on l'a accepté simplement pour faire plaisir à Sanofi, parce que les pays tropicaux avaient dit c'est quand même bizarre, vous nous vendez un vaccin merveilleux, mais qui n'est même pas autorisé en France. Oui, bien sûr. Donc, ils ont... Hein, vous voyez un peu cette histoire. Donc, il faut toujours se méfier des vaccins lorsqu'ils n'ont pas été correctement étudiés. Alors justement, on poursuit non pas sur le vaccin contre la dengue, mais sur le vaccin qui a été annoncé par Pfizer contre le Covid-19. Déjà, de nombreux politiques, je pense évidemment à Yannick Jadot, le député européen d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi d'autres hommes politiques en France se sont déjà prononcés en faveur de l'obligation vaccinale contre le Covid-19. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors là, ça m'évoque les nazis. Il faut être clair. L'Association mondiale de la médecine dit toujours un médecin doit traiter un malade dans son intérêt propre. Donc, c'est très intéressant de le répéter. On traite un malade pour lui apporter quelque chose. Une obligation vaccinale toucherait les enfants pour lesquels on ne peut rien apporter, puisqu'ils ne risquent rien du Covid. Et par contre, on peut leur apporter beaucoup de complications. Je rappelle qu'on nous a fait le coup pour la grippe H1N1, où on a forcé certaines professions à se vacciner. Moi, on m'a vacciné contre ma volonté. Hein, et que ce vaccin n'a servi... Ben oui, tous les médecins ont été vaccinés, éventuellement avec leur accord, mais aussi contre leur volonté. Et ça a abouti quand même, ce vaccin n'a aucun intérêt, puisque c'était une simple grippette, qui a fait moins de 200 morts en France. On nous avait aussi annoncé qu'on aurait 30 000 morts à l'époque. Et on a eu aussi un ministre de la Santé, une ministre de la Santé, qui a dit « Et ceux qui ne me croient pas, qui viennent voir en réanimation, où j'ai vu un pauvre gamin qui était en train de mourir. » Il n'y en avait pas à cette époque en réanimation. Donc, je n'ai pas l'emploi du temps précis de M. Véran, mais disons que je trouve que c'est un air de déjà-vu, son annonce devant la Chambre des députés, qu'il aurait pu éviter à nous faire le même sketch qu'on sait avoir été mensonger à l'époque. Bon, donc, on devrait vacciner des gamins qui n'ont aucun risque de la maladie, alors qu'un vaccin, comme tout médicament, a un risque.
le risque est certainement faible, mais il existe. Et la grippe H1N1, je rappelle que ça a donné des narcolepsies dont la responsabilité vaccinale est directement reconnue. Hein. Et donc, il n'y a absolument la balance. Un médecin doit être dirigé par la balance avantage-risque. Quand je fais quelque chose, quand je donne un médicament, je dois me dire, est-ce que le médicament a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce que les inconvénients ne sont pas supérieurs aux avantages et réciproquement? Bon, chez les enfants, il n'y a aucun avantage puisqu'il n'y a aucun risque. Et par contre, il y a des inconvénients qu'on ne connaît pas, qu'on connaîtra dans quelques années. Et à ce moment-là, les parents n'ont que leurs yeux pour pleurer. Alors, on devrait aussi vacciner les jeunes. Bon, jusqu'à 45 ans, le risque dans la population est moins de 1%. C'est tout à fait ridicule. Donc, il n'y a également aucun avantage-risque à vacciner les jeunes. Ça pourrait se discuter pour les plus de 75 ans, puisque là, il y a un risque réel. Le Covid représente une menace pour les 75 ans, surtout s'ils ont des comorbidités. Donc là, ça pourrait avoir il y a un avantage potentiel. Encore faudrait-il que le vaccin 1 soit efficace, ce qui n'est toujours pas démontré malgré le très beau communiqué des laboratoires, et deuxièmement, qu'il est sans danger, ce qui ne peut pas être démontré avant au moins une surveillance de 6 mois minimum et peut-être de 2 ou 3 ans, car les maladies auto-immunes n'arrivent pas toujours tout de suite. Et on sait bien. Bon. Alors, l'autre élément qui est extrêmement inquiétant sur ces vaccins, c'est qu'ils utilisent une technique qui n'a jamais été utilisée. Hein? Alors, justement, c'est la technique de l'ARN messager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour que les téléspectateurs comprennent le procédé? Bon, c'est pas mon métier. Hein. Moi, je fais l'analyse des crises, l'analyse statistique. Donc, d'autre part, comme on peut donner que des choses théoriques. Bon, dans les acides qui nous gouvernent, il y a le DNA, hein, l'acide désoxyribonucléique, qui est donc dans le noyau et qui s'exprime par des messagers. Les messagers sont des protéines, pareil, mais qui sont des RNA. Bon. Donc, on fait par ce vaccin, on envoie un message pour faire travailler la cellule. C'est une technique qui permet d'aller beaucoup plus vite que les techniques traditionnelles de vaccin, mais c'est une technique qui n'a jamais été utilisée en clinique humaine. Jamais. Donc, c'est vraiment jouer à l'apprenti sorcier. On propose quelque chose dont on n'a jamais eu l'expérience dans toute l'histoire de la médecine. Alors, ce serait peut-être très bien, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut au moins 10 ans pour être sûr. Je rappelle que ce genre de jeu sur les cellules a été utilisé pour les enfants bulles, hein, et que sur 10 enfants bulles, on a eu 2 leucémies qui ont été créées effectivement par ce genre de jeu à la biologie. Donc, et ce qui a fait d'ailleurs arrêter ce traitement des enfants bulles. Donc, je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on touche aux origines de la vie et à notre génome, ou aux expressions de notre génome. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise technique, je dis que c'est une technique totalement expérimentale. Alors, on veut donc faire des Français, ce Jeannot est absolument coupable de mise en danger de la population française en demandant une obligation d'un produit qui n'a jamais fait les preuves de son efficacité et qui a potentiellement des dangers tout à fait importants. Donc, je pense que c'est à l'opposé de cela qu'il faut aller. Il faut, demander que des études soient sérieuses. Nous n'avons pas eu dans l'histoire des vaccins mis sur le marché aussi rapidement que maintenant. Bien sûr. Pour cela, on a autorisé des choses qui n'étaient absolument scandaleuses il y a quelque temps. On a autorisé les OGM. Hein. Les OGM, normalement, ne devaient pas en Europe être mis sur le marché sans avoir fait des études de dangerosité sur l'environnement, par exemple, et d'autres, directement sur les hommes. Et là, le Parlement européen, dont Jeannot a voté des 3 mains, a dit que pour les vaccins, comme c'était une urgence absolue, on fait sauter ce verrou. Bon. La nouvelle technique, on fait sauter. D'autre part, l'agence européenne, depuis 20 ans, en suivant en cela l'agence fédérale américaine, la FDA, a fait sauter toutes les vérifications de toxicité des nouveaux médicaments et a changé les critères des médicaments. Par exemple, avant, en cancérologie, avant de mettre une drogue sur le marché, il fallait que cette drogue anticancéreuse montre qu'elle était efficace chez l'homme, qu'elle diminuait la mortalité ou qu'elle prolongeait la survie si on n'arrivait pas à guérir un malade.
Bon, les laboratoires ont trouvé que c'était absolument scandaleux de demander ça, parce qu'il fallait 5 ans, en moyenne 5 à 10 ans, pour démontrer une telle efficacité. Et qu'ils avaient des joujoux nouveaux qui étaient merveilleux et qu'on en privait la population. Et donc, au lieu de prendre le critère vrai, qui est la survie des malades en cancéro, on a pris des critères substitutifs. C'est-à-dire qu'on s'est contenté de regarder ce que faisait une métastase à 3 mois. Et si la métastase à 3 mois ne grossissait pas, on disait c'est un produit actif, donc on le donne. Et hop, mis sur le marché. Cette politique a été une catastrophe. On va pas suivre trop longtemps sur ce sujet-là, Gérard Delépine, mais oui, non, mais c'est ça. Oui, mais c'est le vaccin. Sur cette question vaccinale, justement, on nous a parlé du coup de cette fameuse efficacité à 90%, mais concrètement, ce sont des informations communiquées par Pfizer, qui est donc juge et partie. Totalement. Et je vais vous dire, c'est une partie extrêmement rentable. Il faut que vous sachiez que grâce à ce communiqué, l'action de Pfizer a augmenté de manière considérable et qu'un PDG a vendu toutes ses actions. Je pense qu'il attend que le cours de l'action baisse pour les racheter. C'est un merveilleux coup de bourse. Alors, on va me dire que ce n'est pas un délit d'initié, il n'était pas au courant qu'il dû communiquer, certainement. Enfin, je trouve, moi, ça curieux. Donc, oui, le communiqué, le vaccin a été très efficace sur les gains en bourse d'un PDG. Mais pour le reste, rien n'est prouvé. Alors, on va poursuivre. J'ai encore 2 grosses questions à vous poser, Gérard Delépine. Cette semaine, il y a également eu l'annonce que l'Ordre des médecins comptait poursuivre le professeur Raoult pour diverses accusations, parmi elles information erronée du public, exposition à un risque injustifié et le meilleur, le charlatanisme. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça montre la décrépitude de l'Ordre des médecins qui, au lieu de suivre sa mission, qui est de vérifier l'éthique et de poursuivre les médecins qui ne déclarent pas leur lien d'intérêt, comme Karine Lacombe, qui publiquement dit plein de choses, ne donne jamais ses liens d'intérêt. J'ai été obligé de la dénoncer sur Sud Radio, ce qui ne me plaisait pas, mais je demande simplement l'application de la loi. Mais c'est public, faire. Normalement. Donc, le Conseil de l'Ordre… Les liens d'intérêt, ils sont publics. Pardon ? Ces liens d'intérêt sont publics, normalement. Non, la loi est très claire. La loi anticorruption en médecine est très claire. Tout médecin qui s'exprime en public doit donner ses liens d'intérêt en même temps qu'il s'exprime. Je m'exprime en disant que j'en ai aucun. Je pense que vous l'avez compris. Bon, donc, à chaque fois qu'elle intervient, elle devrait donner ses liens d'intérêt, ce qu'elle ne fait jamais, ce qui est contraire à la loi, ce qui est totalement illégal. Celui qui est chargé de vérifier cela, c'est le Conseil de l'Ordre, et jamais le Conseil de l'Ordre n'a poursuivi Mme Karine Lacombe, par exemple. Je n'ai pas de haine du tout pour elle, c'est une dame comme les autres. Je ne lui reproche pas de toucher des centaines de milliers d'euros des laboratoires. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas le dire. Oui, c'est très important. C'est précisé pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, c'est que parmi ces liens d'intérêt, il y a évidemment le laboratoire américain Gilead qui promeut le remdesivir, dont l'efficacité est plus contestable et les effets toxiques, en revanche, eux, sont plutôt avérés puisqu'il a des répercussions sur… Là, on a les résultats quand même des essais sur le remdesivir qui sont une catastrophe pour le Covid. Il n'y a eu aucun malade sauvé par le remdesivir. La mortalité avec ou sans remdesivir est la même. Simplement, il y a en plus des grosses complications, en particulier des insuffisances rénales définitives qui ont obligé à des greffes d'organes. C'est la raison pour laquelle, actuellement, le ministère de la Santé essaie de refourguer ces stocks de remdesivir, parce qu'on en avait acheté plein, puisque c'était la bête chérie de notre comité scientifique à l'époque. Et donc, on en a acheté plein. Les médecins normaux ne veulent plus l'utiliser. Donc, actuellement, le ministère donne gratuitement, mais c'est nous qui avons payé la facture, et ça a été je crois, plus de 100 millions. Donc, donne gratuitement le remdesivir aux hôpitaux, en demandant « débarrassez-moi des stocks ». Sympa. Donc, j'appelle les gens malades du Covid à qui on propose le remdesivir de lire les essais qui ont eu lieu là-dessus, qui sont maintenant publiés, et qu'ils voient un peu les complications. Je pense qu'ils ont tout intérêt à refuser ce traitement nocif, qui était la bête chérie du comité scientifique. Tout dernier volet de cette émission, Gérard Delépine, puisqu'on arrive à la fin, on a déjà pété le temps, mais bon, ça, je m'y attendais, je n'étais pas inquiète. Un tout petit détail,
un élément de l'actualité. On a vu sur les réseaux sociaux et sur différentes plateformes vidéo apparaître un documentaire qui s'intitule Hold Up, un documentaire très long puisqu'il fait plus de 2h45, me semble-t-il, réalisé notamment par Pierre Barnerias. C'est un documentaire qui parle donc de la crise du Covid-19. Il a été censuré sur plusieurs plateformes. Je tenais à faire mention de ce documentaire parce que, selon moi et selon évidemment le principe de base de TV Liberté, tout le monde doit pouvoir s'exprimer et le principe de censure est absolument insupportable, peu importe ce que contient ce documentaire avec lequel, sincèrement, je tiens à le dire, je ne suis pas forcément d'accord sur toute la ligne, loin s'en faut, mais je crois qu'on peut faire confiance aux Français pour faire preuve d'un minimum d'esprit critique et d'être capable de discerner tout simplement ce qui leur semble plausible, ce qui leur semble plus compliqué à comprendre, etc. Comment expliquez-vous finalement qu'il y ait une telle censure sur des messages alternatifs? Et j'allais dire, je vais me risquer un parallèle. Ce matin, j'écoutais RTL où vociférait encore Michel Simès, qui est quand même le parangon de l'échec quand on parle de la crise du Covid-19. Alors, pourquoi censurer Hold Up, un documentaire avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais pas Michel Simès qui continue de s'exprimer tous les jours sur RTL? Et c'est très simple. On censure toutes les informations qui vont contre l'intérêt du lobby qui nous gouverne actuellement. Donc, dans ce film, il y a énormément d'informations et chacun doit pouvoir s'en faire son opinion. Mais en France, il n'est pas autorisé de parler en disant le contraire de notre ministre de la Santé. Je veux dire, souvenez-vous quand même de la ministre précédente qui avait dit la vaccination, ça ne se discute pas. Pour moi, tout doit pouvoir se discuter, que ce soit un résultat scientifique, une opinion religieuse et la religion du vaccin aussi. Hein. Tout doit pouvoir se discuter. Si les gens sont si sûrs de leur parfaite logique et de leur parfaite qualité scientifique qu'ils exposent leurs arguments. C'est exactement comme un médicament à charge et à décharge, comme tout problème logique. À partir du moment où une censure apparaît, c'est que nous avons perdu notre terme de liberté au fronton de nos mairies. Hein. Et je pense que la crise du Covid, en fait, est une attaque majeure contre la liberté. Je rappelle que le Covid n'a tué qu'à présent qu'1,2 million de personnes au monde, ce qui est beaucoup, d'accord, sur 7 milliards. Mais que, par exemple, la grippe de Hong Kong avait tué 1 million, ce qui, rapporté à la population mondiale de l'époque, fait davantage que le Covid, et que la grippe asiatique a tué 2 millions de personnes au monde, c'est-à-dire, rapporté à la population de l'époque, 3 fois plus que le Covid. Et que dans la grippe asiatique, comme la grippe de Hong Kong, on n'a pas fermé les écoles, on n'a pas mis les gens en prison, et on a vécu heureux, parce que la vie se termine toujours. Les gens qui meurent actuellement, malheureusement pour eux, sont des gens très âgés, très malades, dont souvent, lorsqu'on fait le calcul de l'espérance de vie, compte tenu de leur état, c'est 3 à 6 mois. Après, évidemment, on peut bien entendu comprendre qu'on n'ait pas envie que ce soit nos proches qui meurent et qu'on veuille aussi prendre des précautions pour cela. Oui, mais à condition que ces précautions ne les tuent pas. Je vous rappelle que dans les EHPAD, on a interdit les visites, ce qui aggrave considérablement les vieux et leur fait perdre les quelques mois qu'il reste à vivre. Parce que je me sens vieux, moi, je suis proche de cette affaire. Et le saveur de la vie, c'est de voir ses enfants et ses petits-enfants. Hein, on ne peut pas bouger beaucoup, on a plein de douleurs. Et ce qui nous ramène à la vie, c'est quand même les jeunes. Donc, on est heureux de voir que les jeunes sont heureux. Or, donc, on aura fait perdre la vie par ce qu'on appelle le syndrome de glissement, parfaitement connu. On a interdit qu'on utilise des antibiotiques, alors que pour ne pas mourir de tous les syndromes grippaux, donc Covid fait partie quand même d'un syndrome, c'est une mauvaise grippe, mais c'est un syndrome grippal, ça a exactement les mêmes signes. Le premier traitement, c'est les antibiotiques préventifs des infections bactériennes qui tuent. Et on a refusé qu'ils aient le droit d'avoir la chloroquine. On peut être pour ou contre, c'est un problème individuel. Lorsqu'on regarde la mortalité des pays qui utilisent la chloroquine, qui l'ont conseillé par rapport à la France, ils en ont 10 fois moins de morts que nous par million d'habitants. Ça pose quand même un problème. Hein. Alors, bien sûr, on va dire qu'ils étaient plus jeunes, ils sont dans le meilleur climat, ils ont une autre race, on peut inventer n'importe quoi. Il n'empêche que
on est quand même au niveau européen, on est dans le top 5 de la mortalité par million d'habitants. Donc, notre approche des vieux, alors, le pire de tout, c'est qu'on dit on veut sauver les vieux. Ouais, on a préparé le Rivotril. Alors, je sais que M. Véran a dit que ce n'est pas vrai. J'ai tous les décrets qu'il a signés dans mon ordinateur et je peux les donner à qui les veut. Où on disait qu'on autorisait exceptionnellement le Rivotril et on donnait après le mode d'emploi par la Société française de l'accompagnement à la mort. Non, d'ailleurs, il avait bien prévu, il a fait augmenter la taille des morgues dans les EHPAD. Il les a autorisés à augmenter de manière dérogatoire et sans permis de construire la taille des morgues. C'est plus facile à augmenter visiblement que la taille des services de soins intensifs dans les hôpitaux français. C'est ce qu'on retiendra. Ce qu'on retiendra, c'est que le chapitre 9 disait on peut utiliser ce confinement pour éviter la crête et l'afflux dans les hôpitaux, le temps de préparer les hôpitaux. Sauf que nous, on a mis tout le monde en tôle et on n'a rien fait dans les hôpitaux. On a même fermé des services. Je veux dire, en crise de Covid, on vient de fermer les urgences d'un hôpital parisien. Et on a utilisé la police, non pas à chasser les terroristes, mais à matraquer les soignants qui se plaignaient de la fermeture de cet hôpital. On n'a créé aucun lit supplémentaire et on a continué à en détruire. Donc, le confinement qui était prévu pour nous permettre d'avoir le temps de préparer l'hôpital n'a pas été utilisé à ça. Alors qu'en Italie, ils ont embauché 6 000 médecins et 12 000 infirmières depuis. Ils essaient d'en tenir compte. Merci beaucoup, donc, Gérard. La gestion de la crise a été une catastrophe. Merci beaucoup, Gérard Delépine, pour cet exposé particulièrement circonstancié. Je rappelle le nom de votre ouvrage coécrit avec votre épouse Nicole Delépine, Autopsie d'un confinement aveugle. C'est aux éditions Fauve et bien entendu, les téléspectateurs peuvent en faire l'acquisition sur la boutique officielle de tvliberté.com. Tout ça pour vous dire que je vous remercie beaucoup, Gérard, de nous avoir accordé cet entretien depuis votre lieu de confinement. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. En attendant, je vous dis évidemment, n'oubliez pas de partager cette émission, de la commenter et de mettre le petit pouce en l'air en dessous en attendant de se retrouver la semaine prochaine. Merci à tous. Merci à vous, Élise, et merci aux téléspectateurs.